J'aime beaucoup voyager aux quatre coins du monde pour découvrir les animaux emblématiques qui nous font rêver, mais aussi pour en apprendre plus sur le comportement et le bien-être animal. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous les quelques découvertes que j'ai pu faire en Polynésie lors de mon dernier séjour qui a duré environ 3 mois. Je m'appelle Marie Sutter, je suis spécialisée en comportement en bien-être animal. Je suis aussi la fondatrice d'Animo, des animaux et des hommes, qui propose des formations pour des professionnels, mais aussi pour le grand public, pour transmettre au plus grand monde mon amour de l'animal, bien sûr, et un maximum de connaissances pour améliorer les relations homme-animal. Donc récemment, je suis partie en Polynésie où j'ai passé plusieurs semaines pour aller découvrir les espèces qui me faisaient rêver là-bas. Et j'en reviens avec quelques observations et quelques nouvelles connaissances que j'avais très envie de partager avec vous. Je commence par une petite anecdote. Alors déjà, c'est qu'il y a extrêmement peu d'espèces sur la Terre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surprise. Moi, j'étais vraiment habituée à voyager dans des pays où, en fait, il y avait plutôt peu d'animaux à observer en mer, mais par contre beaucoup de choses sur la Terre, et là-bas, c'est complètement l'inverse. Donc, par exemple, en dehors de quelques cochons sauvages, et sur certaines îles, il y a aussi quelques chèvres, on observe finalement assez peu d'animaux endémiques, en tout cas en termes de mammifères. J'ai eu la chance d'observer un tout petit bébé cochon sauvage. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je pense que la mer devait pas être très loin, mais malheureusement, on ne l'a pas vu. Donc ces animaux ont souvent été importés pour être chassés, simplement pour être mangés. On a aussi quelques espèces d'oiseaux, mais là aussi, c'est pas si évident. Déjà parce qu'il y en a assez peu endémiques, donc originaires vraiment de ces îles-là et restant là-bas. Et en plus, il y a eu vraiment des espèces qui ont été extrêmement menacées par l'introduction de rapaces qui, à la base, avaient été introduits dans les îles pour chasser les rats. Donc les rats qui sont arrivés, bien sûr, avec les bateaux des navigateurs, et qui en fait se sont révélés, alors je vais mettre encore des gros guillemets parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce terme, mais qui sont révélés être des nuisibles pour pas mal des habitants là-bas, notamment pour leur impact sur les réserves évidemment alimentaires, mais aussi au niveau des noix de coco. Donc ils sont obligés de mettre en place maintenant des anneaux métalliques ou de cuivre sur les cocotiers pour éviter que les rats, mais également les crabes d'ailleurs des cocotiers, montent et fassent tomber régulièrement les noix de coco, ce qui déjà est dangereux, mais en plus abîme une matière première hyper importante pour l'économie locale. Donc je vous le disais, assez peu d'animaux sur Terre. Par contre, sur la mer, c'est extrêmement différent et là vous pouvez observer beaucoup de choses, tant évidemment des poissons et des mammifères marins, mais aussi une foultitude de coraux, de coquillages, etc. Deuxième observation que j'ai faite quand j'étais là-bas, c'est qu'il y a beau avoir beaucoup de réglementations qui sont mises en place, c'est loin d'être idéal. Et en fait, ça c'est le cas dans tous les pays du monde. Et ça c'est quelque chose que j'ai pu observer dans beaucoup de pays, c'est que malgré des règles qui sont mises en place et des équipes qui travaillent vraiment à les faire appliquer sur le terrain, c'est rarement idéal pour le bien-être des animaux. Donc je vais vous donner l'exemple des mammifères marins, notamment des baleines que je suis allée observer, des baleines à bosse. Donc qu'est-ce qu'elles font les baleines à bosse en Polynésie française? C'est une très bonne question. Eh bien, elles sont là pour une période extrêmement précise qui va à peu près du mois de juillet au mois de novembre. Et la Polynésie française est vraiment un havre de paix pour elles à ce moment-là. En fait, les baleines qui viennent pendant cette période-là viennent du sud, du pôle sud, et elles vont vraiment venir dans des eaux qui sont du coup beaucoup plus chaudes pour elles, qui vont leur permettre déjà de mettre bas, donc d'accueillir leurs bébés, de les faire grandir, et ensuite de repartir dans les eaux plus froides. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une période où elles sont particulièrement, donc là je parle notamment des femelles, elles sont particulièrement sensibles à leur environnement et particulièrement fragiles parce qu'elles ne se nourrissent pas ou quasiment pas pendant du coup 4 mois. Elles peuvent perdre jusqu'à 1/3 de leur poids, ce qui est absolument énorme. Et dans le même temps, donc elles doivent non seulement mettre bas et s'occuper des petits en les protégeant des prédateurs, etc., mais elles doivent également gérer les mâles qui eux arrivent au fur et à mesure de leur saison, donc entre on va dire fin août, début septembre et jusqu'à novembre, jusqu'à ce que tout le monde reparte vers le sud, et qui viennent évidemment se reproduire. Et donc, des règles ont été mises en place pour essayer de les déranger le moins possible. Donc, la règle numéro 1, c'est qu'à partir du moment où les baleines sont dans le lagon, c'est-à-dire dans la partie de l'eau qui est entre l'île et le récif, on n'a pas le droit de se mettre à l'eau et on n'a pas le droit de s'en approcher. On doit vraiment faire un détour. On n'a pas le droit même pas de les observer. On doit vraiment s'en éloigner, sauf si vous les observez depuis la terre, évidemment. Pourquoi ? Parce que généralement, ce sont donc les femelles qui viennent à l'intérieur des lagons avec leurs petits, et elles viennent là pour des raisons bien précises, c'est se protéger des prédateurs et parfois se protéger aussi des mâles qui les dérangent. Donc les prédateurs, ce sont par exemple les orques. Il y a une petite population résidente en Polynésie française. Donc la Polynésie française, il faut imaginer que ça s'étend sur l'équivalent de l'Europe. Donc c'est quand même très grand. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'on était entre 20 et 30 orques résidents, ce qui est quand même assez faible par rapport à l'immensité évidemment du lieu.
mais ils peuvent quand même créer une sacrée pression qui font que les mères vont aller se réfugier à l'intérieur des lagons avec leurs petits. Je vous disais aussi qu'elles pouvaient se réfugier pour éviter d'être embêtées par les mâles, tout simplement parce qu'il peut arriver que les mâles mettent tellement la pression que les bébés se perdent. La mère s'éloigne pour échapper au mâle, le bébé se perd et on a des fois des décès comme ça. Donc quand les mères sont à l'intérieur des lagons, vraiment c'est qu'elles ont besoin de repos. Et cette règle-là, en tout cas d'après les observations que j'ai pu faire quand j'y étais, est vraiment bien respectée. J'ai jamais vu quelqu'un se mettre à l'eau à côté des baleines dans les lagons. Quand on est à l'extérieur du lagon, là il y a des distances qui sont imposées et qui sont là aussi relativement respectées. La difficulté, c'est que il y a généralement beaucoup de bateaux, surtout sur certaines îles comme Moorea par exemple, qui est particulièrement connue pour aller nager avec les baleines puisqu'elles y sont. Il y a notamment un lagon en fait, qui est très ouvert qui permet justement de se protéger facilement. Ce qui fait que les baleines ont vraiment tendance à y aller de manière très régulière. La très grosse majorité des baleines de Polynésie française sont autour de cette île-là, qui est à vraiment quelques encablures de Tahiti, qui est très proche de Tahiti. Et donc j'ai pu observer moi-même jusqu'à 10-12 bateaux autour du même binôme. Donc ça peut être une baleine et son bébé, ça peut être un mâle chanteur, ça peut être deux baleines qui se reposent côte à côte, etc., etc. Ça met évidemment une pression énorme et on ne peut pas imaginer que ça n'impacte pas le comportement. C'est évident que ça crée une pression, même si les gens sont respectueux, même s'ils sont à 200 mètres comme demandé, même si les gens ne se mettent pas à l'eau, il y a forcément déjà du bruit et un impact forcément sur l'animal. Donc les règles, elles sont évidemment très importantes, très intéressantes, mais pas toujours idéales. On peut observer ça aussi chez les tortues. Donc chez les tortues, c'est aussi un animal qui est protégé, qu'on n'est pas censé chasser notamment, parce que ça c'est quelque chose qui avait été relativement développé à une certaine période, qui est beaucoup moins aujourd'hui. Donc il y a une association qui s'est installée aujourd'hui et qui est notamment à Moorea, mais qui a aussi des spots sur d'autres îles pour vérifier les pontes, les lieux de ponte et pouvoir protéger au maximum les œufs, en tout cas sur terre ou dans le sable plutôt, puisqu'une fois qu'ils sont dans l'eau, évidemment les bébés tortues sont confrontés à plein d'autres problématiques et à plein d'autres prédateurs. Mais là, ma foi, il faut laisser la nature faire son travail. Mais on essaie en tout cas, l'association essaie de les protéger vraiment des dangers et des menaces sur Terre, donc à savoir les humains, bien sûr, les chiens, les rats également et certains oiseaux. Donc c'est vraiment un gros travail. Là aussi, il y a des règles qui sont mises en place, mais qui ne sont pas toujours respectées. Et la réalité aujourd'hui, c'est que Moorea, par exemple, qui était un lieu de ponte vraiment fréquenté, est aujourd'hui complètement déserté par les tortues. Elles ne viennent plus du tout creuser et pondre leurs œufs à cet endroit-là. Donc on voit vraiment une évolution dans le comportement et du coup forcément dans le bien-être de ces animaux-là, qui est évidemment surtout engendrée par la présence humaine, mais qui petit à petit implique un complet changement de paradigme dans leur quotidien. Le dernier point que je voulais partager avec vous suite à ce voyage en Polynésie, c'est le fait que le lien entre l'animal et l'humain soit extrêmement différent en fonction de son espèce, bien sûr, mais aussi de où vous êtes et de la culture qu'il peut y avoir autour de l'animal en question. Donc par exemple, je vous parlais des tortues à l'instant, c'est exactement un très bon exemple en fait, c'est que pendant très longtemps, elles ont été chassées, elles ont été mangées et aujourd'hui, elles sont protégées. Mais en parallèle, en fonction des gens avec qui vous parlez, elles sont symboles de chance et de richesse et donc il n'aurait jamais idée d'aller les pêcher et les manger. Donc on est vraiment sur des problématiques très différentes en fonction du lieu et des personnes avec qui vous parlez. Et un autre exemple que j'avais envie de vous donner, c'est la place du chien. Ça c'est aussi extrêmement intéressant parce que dans certains endroits, le chien est vraiment un compagnon et vraiment un partenaire de l'humain au quotidien. Sur d'autres îles, au contraire, il va vraiment être utilisé, il n'y a pas vraiment d'autre terme, pour protéger, pour garder le lieu de vie, l'endroit où l'humain va habiter. Et donc là, on a vraiment des chiens qui sont presque des outils, qui sont souvent énormément renforcés dans des comportements très agonistiques, des comportements très menaçants. Donc il peut même y avoir, et il y en a régulièrement, des attaques, voire des mises à mort. On m'a expliqué plusieurs fois des scènes vraiment difficiles, des humains qui avaient été attaqués très fortement. Les chiens sont souvent à plusieurs, 2 voire 3 par propriété, ce qui évidemment fait monter la situation et fait aggraver la situation très vite en fonction du contexte. Et donc c'est très intéressant de voir les différences comme ça d'une île à l'autre et vous l'observez très rapidement si vous êtes un petit peu habitué à observer les chiens et que vous connaissez un petit peu l'éthologie du chien. Vous allez très vite vous rendre compte à leur attitude, aux postures qu'ils prennent et à la manière dont ils observent l'humain, s'ils sont plutôt dans un mode amical, partenaire de l'humain, compagnon de tous les jours, ou au contraire s'ils ont plutôt ce rôle de gardien et de protecteur vraiment du lieu de vie. Donc ça, c'était vraiment les 3 points que j'avais envie de retenir niveau animal de mon voyage en Polynésie.
Donc le point numéro 1, très peu d'animaux terrestres, surtout une faune marine très riche, mais peu de mammifères sur Terre. D'ailleurs, pour info, il n'y a pas de serpents en Polynésie. Point numéro 2, des réglementations qui sont relativement strictes, mais qui malgré tout n'empêchent pas une certaine intervention et un certain impact de l'humain sur le comportement et le bien-être des animaux. Et point numéro 3, une relation à l'homme qui est vraiment très différente en fonction des lieux où vous êtes, des cultures mises en place et de la symbolique que l'animal peut avoir par rapport à l'humain. J'espère que le sujet vous a plu et je vous dis à bientôt.